Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi je me présente, je suis Olivier Ferraud, je suis ce qu'on peut appeler un archéoluthier. C'est-à-dire que je construis des instruments à cordes, mais qui n'existent plus. Je suis spécialisé dans la période du Moyen-Âge. Je dis qu'ils n'existent plus parce qu'il n'existe plus d'instruments. Je ne fais pas des reproductions, des copies d'instruments qui sont conservés dans les musées, parce qu'il n'en existe pas. Quasiment pas, on va en voir quelques-uns. Et ceux qui sont conservés ne sont pas représentatifs de la réalité commune et ordinaire des instruments du Moyen-Âge. Donc archéoluthier, parce que je travaille un petit peu comme un archéologue qui recherche des techniques, et comme un archéologue qui cherche à comprendre comment tailler des silex, par exemple, ou recréer des techniques pour faire du feu. C'est un petit peu la même chose, parce qu'il y a un monde historique et technologique qui nous sépare vraiment du Moyen-Âge, même si une fois qu'on les joue et qu'on les écoute, on sent qu'il n'y a pas tant de différence que ça et de distance. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire comme introduction à cette pratique, discipline un peu particulière, un parcours de découverte des instruments de musique à cordes du Moyen-Âge. On va commencer par les cordes frottées, les cordes pincées, etc. Et on verra plusieurs types d'instruments que je vais, quand je peux les jouer, je vais vous en faire des petites démonstrations. Voilà, donc quand on parle de musique du Moyen-Âge, d'instruments de musique du Moyen-Âge, quand on parle de Moyen-Âge, on a 1000 ans en gros. Hein. Les historiens ont découpé les choses en siècles. On fait commencer le Moyen-Âge à environ 500 et ça se termine à 1500. C'est taillé au hachoir, mais c'est une manière de ranger l'histoire dans des tiroirs. Donc, moi, je fais des instruments qui vont 1000 ans d'histoire, quoi. Enfin, 1000 ans de lutherie, on va dire. Le plus ancien instrument que j'ai réalisé, c'est une lyre qui a été retrouvée à Trossingen, en Allemagne, qui date du 6e siècle. Et le plus récent, j'ai construit un instrument, une copie de musée, cette fois-ci, en Allemagne, de 1590. Donc voilà, j'ai 1000 ans de construction d'instruments. Là, on va se concentrer sur la période plus tardive du Moyen-Âge, la plus connue, hein, entre l'an 1000 et 1500. Et je précise aussi, donc les instruments que je construis, c'est pas des instruments pour la décoration, c'est des instruments qui sont faits pour être joués par des musiciens dans les concerts. Alors, on commence par les cordes frottées. Et l'instrument roi au Moyen-Âge, parmi les cordes frottées, c'est ce qu'on appelle la vielle à archet. Alors, vous connaissez peut-être la vielle à roue. Aujourd'hui, on l'écrit avec 2 LE. Et quand on parle de vielle, la vielle à archet, donc c'est un pléonasme puisque vielle, dans la classification des instruments de musique, la classification scientifique, ce qui s'appelle vielle, c'est un instrument à manche, à cordes et à archet. Donc là, c'est un pléonasme, on dit 2 fois la même chose, mais c'est pour être plus clair par rapport à vielle à roue. Dans les vielles à archet, il y a la vielle qu'on joue au bras. Voilà. Donc, je vous fais un tout petit résumé. L'archet, il arrive chez nous vers l'an 1000. On ne sait pas d'où il vient exactement, et quand exactement, parce qu'il apparaît dans les images, dans les fresques notamment, parce que c'est les plus anciens documents qu'on a, à peu près au même moment, en plusieurs endroits. Et alors, les dernières recherches en la matière situent l'origine de l'archet plutôt dans les steppes, du côté des steppes, là, vers le Tadjikistan, des choses comme ça, des pays comme ça, parce que la plus ancienne fresque qui a été retrouvée, mais ça se joue en fait à quelques décennies près. Mais la plus ancienne retrouvée, est dans ces zones-là. Voilà. Donc on estime que la découverte de la technique pour jouer un instrument à cordes, faire un son long avec un instrument à cordes, c'est-à-dire on ne pince pas la corde, on la frotte pour faire un son long qui ressemble à la voix. On estime que ça vient de ces cultures du cheval, des steppes. Voilà. Donc, pour vous expliquer que c'est l'archet qui a voyagé, ce ne sont pas les instruments. Savoir ça explique la diversité des formes d'instruments. Donc, là, on est par exemple on est à Kiev, donc on est quand même assez dans l'est de l'Europe, donc au début, au début de l'arrivée de l'archet, de l'est vers l'ouest. Et ce qu'on remarque, c'est l'instrument. Donc, vous voyez l'instrument qui joue. Il est là. C'est un instrument, il dit qu'il est piriforme, en forme de poire, comme ça. Et on voit le petit archet ici, l'archet, la petite baguette. Donc, à la fois la position de jeu et la petite baguette,
ça nous dit bien que c'est une vielle, c'est un instrument archer, c'est pas un luth. Alors que l'instrument, il ressemble vraiment aux luths tels qu'ils étaient à cette époque, qu'on jouait à cette époque-là. Enfin, c'est de cette forme-là. Les luths anciens, ils avaient vraiment cette forme-là. Donc on a vraiment l'illustration que une vielle, qu'est-ce que c'est? C'est un luth à archer. C'est un luth qu'on a commencé à jouer à l'archer et qui s'est modifié petit à petit dans les détails techniques et structurels pour être joué à l'archer, notamment dans les chevalets, des choses comme ça. On va voir ça. Donc là, voilà, c'est parmi les plus anciennes images de vielle que l'on possède. Ça, on est plus en Espagne, dans les manuscrits qu'on appelle de Beatus, de Libiana. C'est des manuscrits qui racontent l'Apocalypse, Saint Jean. C'était à la mode vers l'an 1000. Il y a eu beaucoup de manuscrits. Et on voit donc aussi des premières vielles, des premiers instruments archers qu'on a commencé à jouer de notre côté de l'Occident. Donc ici, on a un autre instrument qui prend l'archer. Ce sont les instruments qu'on connaissait en Égypte ancienne, des luths, qui sont faits en plusieurs parties. On a une caisse qui est creusée comme une pirogue, un manche cylindrique qui est fiché dans la caisse, et une table d'harmonie en pot. Je ne sais pas pourquoi il se met en pause comme ça, si quelqu'un a la solution. Une table d'harmonie en pot, comme ici, voilà, qui est collée. C'est comme une peau de tambour. Imaginez un tambour, hein, c'est une peau de chèvre qui est collée. Et alors, ce type d'instruments-là sont toujours joués en Afrique et en Afrique du Nord. Notamment, ça ressemble beaucoup aux instruments qu'on appelle le hajouj ou le sintir au Maroc, qui est joué par les Gnawa. Et donc, c'est exactement le même instrument, mais joué avec un archer. On comprend bien que c'est l'archer à chaque fois qui vient s'adapter et vice-versa. L'instrument qui s'adapte à l'archer. Et alors ça, on ne sait pas si ça existait, mais je pense que oui. Donc là, on est sur un psautier en ivoire très, très raffiné, qui montre l'empereur Lothaire, c'est sa couverture, qui se représente en David musicien. Le thème de David, musicien, c'est un thème très important dans la Bible, a été une des grandes sources de représentation de la musique au Moyen-Âge. Un grand thème, je voulais dire, de représentation d'iconographie musicale. Donc ici, on a un David qui, dans la Bible, joue de la lyre. Et bien là, on lui a mis une lyre dans les mains, mais avec un archer. Et comme c'est devenu un instrument à archer, on lui a mis un manche au milieu. Vous voyez, donc on a une lyre, mais qui est une vielle, en réalité. Voilà. Tout ça, fonctionnellement, ça ne sert à rien. Hein. Mais on a la lyre. C'est une image aussi qui est symbolique. Hein. Ça représente le David avec sa lyre. Mais il y a beaucoup de David qui sont représentés avec une vielle, ce qui n'est pas une lyre. Voilà. Alors, donc ça, voilà, on arrive dans la forme de vielle à archer, la plus répandue à l'époque romane. On peut appeler ça aujourd'hui, pour simplifier, une vielle romane. Donc on a toujours cette forme en poire, ici, une vielle piriforme, on dit. Voilà. Et donc, ce qui est caractéristique, ce sont la forme des ouïes, comme ça, à l'époque romane, en D, en demi-lune. Ici, vous pouvez imaginer que c'est un cercle qui est coupé par un petit morceau de table. La forme piriforme, le cheviller en losange. Voilà. Ça, c'est un héritage de l'Antiquité. On peut vraiment rentrer dans les détails pour comprendre la filiation des instruments. Les luths des Romains avaient un cheviller en losange. On a gardé ça, par exemple. Et des petites perforations ici, des petites ouïes. On a le nombre de cordes, 1, 2, 3 trous qui servent à faire passer la corde à travers le manche. Ici, comme ici. Vous voyez, les cordes passent par là, ressortent par l'autre côté et sont attachées aux chevilles de l'autre côté, dans cette boîte à chevilles qui s'appelle le chevillet. C'est exactement le même instrument. Hein? C'est exactement le même instrument. Presque. Il y a un siècle. Non, il n'y a pas un siècle. C'est le même siècle, mais c'est la vieille high-tech de l'époque. Donc, pour vous expliquer qu'il y a tous les détails, en fait. On voit même les cordes ici. On a un petit cordier ici, voilà, qui est un peu effacé, donc qui sert à attacher les cordes. Ici, le chevalet qui est censé être là, je ne sais pas si on le voit bien. Alors ça, c'est une vielle que j'avais construite il y a quelques années. Et les trois chevilles ici. Donc la forme carrée, ici, donc ça nous fait un triangle qui se prête bien aux instruments à 3 cordes. Voilà.
Parce qu'on a, dans chaque coin du triangle, on peut fixer une cheville. On fait un trou, on fixe la cheville. Parce que les instruments à 5 cordes, après, ils prennent une autre forme de cheville. Il y a quelle note sur les 3 cordes? Ah, on ne les connaît pas. Ça, c'est un autre travail, c'est le travail de musicologie qui va avec. J'essaierai d'aborder ça si on a le temps. Je parle souvent trop, donc c'est pas sûr qu'on y arrive. Voilà, donc cette forme piriforme romane, elle évolue aussi. Elle évolue, mais alors, faut pas, quand je dis évoluer, il faut pas penser progrès. Hein. On oublie la notion de progrès, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose d'archaïque qui serait plus élaboré plus tard et qui sonnerait mieux, comme nous faisons bien des violons aujourd'hui. Il faut oublier cette idée-là. Il faut, quand je dis évoluer, c'est-à-dire que ça se modifie dans le temps pour des raisons qui sont à chaque fois contemporaines de leur période. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un instrument est toujours high-tech à son époque. On fait le mieux qu'on peut faire pour répondre aux besoins de la musique. Donc, c'est le son dont on avait besoin, qu'on recherchait. C'est pas un son moche parce qu'on n'arrivait pas à le faire. Voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Alors, ce qu'on est justement quand on prend conscience des besoins musicaux et sonores qui évoluent et que les instruments cherchent dont les instruments proposent des solutions, eh bien, on voit qu'on a toujours la forme de poire, mais qui est plus large. On a ici, vous voyez cette ombre ici, c'est la touche. La touche, c'est ce qui sert à appuyer le doigt. Voilà. Sur un violon, vous avez une vielle, vous avez le manche, la touche, les cordes sont près de la touche, et on peut raccourcir, appuyer sur la corde en touchant la touche. Donc ça, c'est une évolution aussi des besoins du musicien, qui a peut-être besoin d'aller plus vite, plus précis sur certaines choses. Alors, pour regarder en détail cette vielle-là, on n'a plus 3 cordes, on a 5 cordes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. On a une touche. On a un chevillé qui n'est plus carré, mais qui est plutôt ovale. On a ce cordier un petit peu en conque. Il faut bien, parce que ça la conque. On a même le détail de l'attache cordier. Ce cordon-là, ça s'appelle un attache cordier. C'est une section de boyau épais, de corde en boyau épais ou de cuir. Et on voit le nœud qui fait autour de ce petit ergot, qui est l'attache cordier. On a le chevalet qui est représenté, c'est virtuose en termes de sculpture de pierre, sur pierre. On a les cordes doubles, on a la baguette de l'archer, le crin de l'archer dont on voit les filaments ici. Et on a le chevalet qui est représenté ici. Alors, les cordes, on voit bien qu'elles sont par paires ici. On a une toute seule et 2. Voilà. Donc, ce sont des instruments à cordes doubles. Donc, quand on dit que la vielle a 5 cordes, elle a 3 cordes, dont 2 sont doubles. Voilà, c'est pas un violon à 5 cordes. Donc, dans l'accord, c'est pas un accord à 5 cordes, c'est un accord à 3 cordes. Donc on connaît cet accord par un théoricien du XIIIe siècle qui s'appelle Jérôme de Moravie, qui a écrit un traité de musique. Et quand il aborde les instruments, il est sympa, il nous a donné en cadeau 3 accords de vielle et un accord d'un instrument qui s'appelle le rubeb, qui ressemblait un petit peu à ça. Donc on connaît l'accord, cet accord-là. Donc là, la corde qui est toute seule, elle est sur la touche. Jérôme de Moravie nous dit que quand la corde est sur la touche, on a alors si il le met en sol, l'accord. C'est théorique, ça peut être une autre note, mais ça nous donne des rapports de notes. Il nous dit ça, la corde qui est toute seule, c'est Ré. Ensuite, on a Sol à l'octave. Et ici, on a Ré, Sol. Voilà, on a une carte. Voilà. Ou alors, on a un autre accord possible. On a Ré, Sol, octave. Et Ré à l'unisson. Voilà. À partir de là, on peut proposer d'autres choses. Moi, j'ai fait sur cette vielle-là, j'ai proposé que ces 2 cordes soient aussi à l'octave. Voilà. Donc, l'augmentation de la taille de la caisse, ça nous donne des idées aussi sur ce que rechercher au niveau du son des instruments. Quand on a une petite vielle comme ça, avec une petite caisse et des grosses ouïes, ce sont des ouvertures. Donc quand j'ai des grosses ouïes, je rapetisse encore plus la table d'harmonie. Donc j'ai une petite table d'harmonie, une petite caisse. Donc ça ne veut pas dire qu'elle sonne moins, ça veut dire que je favorise des sons aigus et brillants, et pointus, si vous voulez. Quand je fais une grosse caisse avec des petites ouvertures, comme le luth,
Ici, c'est une grande caisse, une grande table et une ouverture proportionnellement petite. Je favorise les sons graves, l'acoustique. Du coup, là, j'ai un instrument dont le but, moi en tant que luthier, je dois rechercher des sons plutôt aigus, des pointus, on va dire. Et bien là, on a des vielles qui recherchent des sons un peu plus ronds, un peu plus graves. Et ça ne va cesser d'évoluer dans ce sens-là, la vielle. On est toujours au XIIe siècle, et là, on est dans les nouvelles formes de vielle qui apparaissent. Ici, c'est cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, le porche de la gloire, qui est extrêmement célèbre dans ce petit milieu, parce que ce sont les instruments les plus réalistes. Ça pourrait être des moulages d'instruments ou des fossiles presque. Ils sont vraiment représentés de manière hyper réaliste. Donc on suppose même que Maître Matteo, le maître d'œuvre qui a chapeauté tout l'ouvrage, il pouvait être aussi luthier, ou il avait travaillé avec des luthiers. Il avait utilisé ce qu'on appelle des cartons, c'est des patrons, comme dans la couture, qu'on utilisait pour reproduire les instruments. Voilà. Et les dessins, les tracés des instruments, ce qu'on appelle le tracé directeur, la géométrie, elle est parfaite. Elle est vraiment proportionnée. Donc on peut les reproduire telles quelles, sans problème. En adaptant des petits détails, évidemment. Peut-être le manche est un petit peu trop large parce que ça reste de la pierre, évidemment. Mais on a la disposition des cordes, comment c'est attaché, le type de nœud, la ligature, voilà. On a tout. Donc on a cette nouvelle type de vielle qui apparaît, et de piriforme, on est arrivé à l'ovale. Et alors un ovale, qu'est-ce que c'est? C'est une poire dont on lui a donné des épaules. Donc la caisse est agrandie ici, au niveau des épaules. Donc on a vraiment cette intention de donner du rond et du grave à la sonorité. Et ben voilà, c'était celle-là. C'était cette vielle-là. Ah bon, juste avant. C'est à peu près la même. Un petit peu allongée. Donc, je parle, mais je joue pas. Pour illustrer ce que je disais, donc là j'ai un petit son plutôt aigu. Normalement, je devrais l'accorder plus. Alors vous allez me demander, mais comment vous connaissez l'accord? Ben là, j'ai un instrument à 2 cordes, je me réfère à Jérôme de Moravie, où son traité, il nous dit que l'instrument qui s'appelle rubeb, qui a 2 cordes, sont accordés en quinte Ré-La. Donc j'accorde mon instrument en quinte. Alors c'est un instrument qui n'a pas de touche, c'est une vielle sans touche ici, donc je n'appuie pas les cordes sur le manche, je viens les jouer latéralement. Ça. C'est une technique qui est la technique la plus répandue dans le monde. En fait, il n'y a que les Occidentaux qui ont commencé à jouer sur touche. Si j'ai le temps, je vous explique pourquoi. Parce qu'on jouait debout, en réalité. Donc je joue avec l'ongle qui vient pousser la corde sur le côté. C'est la technique du kemanché classique en Turquie, par exemple. C'est une technique de jeu qui permet de faire vraiment des inflexions très vocales avec des vibratos, des liaisons, des choses comme ça. Et donc, celui qui joue sur touche, c'est le jongleur. Le jongleur, c'est le musicien. Pour la culture, on confond toujours souvent jongleur et troubadour. On pense que le troubadour, c'est celui qui va de cour en cour, sur son cheval, faire de la musique. Là, c'est le travail du jongleur. Le jongleur, c'est le musicien professionnel qu'on sort la bourse, il joue pour moi. C'est son travail de connaître des centaines de chansons, des centaines d'histoires, et à chanter et à dire à la demande. Il peut rester 1 mois, 2 mois, 6 mois au château. Il est payé. Le troubadour, c'est un notable entretenu
par un puissant, ça peut être un petit seigneur, un vassal, ou même un chevalier, un troubadour. C'est ça, un troubadour, c'est un compositeur, poète, qui sait inventer des nouvelles chansons et des nouvelles poésies, et qui est reconnu par ses pairs du cercle des poètes, qui ont disparu maintenant. Et donc le jongleur, il joue debout parce que c'est un subalterne. Au Moyen-Âge, on ne joue pas assis, on est devant son seigneur, on est debout. Et si vous vous amusez à regarder les détails des chaussures dans les manuscrits, des chaussures des personnages, les seigneurs qui sont assis, ils ont juste des chausses, ils n'ont pas de chaussures, ils ont des robes longues. Et les serfs, donc les serviteurs, ils ont des robes plus courtes et des chaussures, parce qu'ils marchent. Donc on joue debout, et parce qu'on joue debout, on a besoin de jouer comme ça, et d'appuyer sur une touche. Voilà. Et si on joue à l'épaule, c'est parce que la vielle, c'était les premiers à investir, à s'approprier la vielle, ce sont les jongleurs, à l'époque des troubadours, dans l'Occitanie au sens large, hein, de l'Espagne à l'Italie, au XIe et XIIe siècle. Donc là, je peux jouer à cordes multiples. J'ai fait une mélodie de troubadour dont je ne me rappelle plus le compositeur, parce que ça fait très longtemps. C'est à peu près ce genre de choses qu'on pouvait jouer sur une vielle pour introduire une chanson, avant de chanter sa chanson. Si on a un jongleur, on peut accompagner son troubadour, par exemple. On peut chanter à sa place, parce que le troubadour n'est pas assez bon chanteur. Ça, c'est des choses qu'on a dans les biographies. Où le troubadour peut jouer. Là, il y a des troubadours dont on sait que c'était des bons viellistes, comme Peyrol, je crois, Albert et Sisteron. Tu as une question? Pourquoi il y a une corde dessus? Pourquoi il y a une corde sur le côté? Parce que c'est des choses qu'on voit partout dans les images. Et ici, ça me sert de bourdon. C'est une corde. J'ai la même note, ça me permet de faire une tierce ici. Sinon, ça ne donnera pas la même chose. Et sur d'autres vielles. Tu m'as posé la question, j'aurais oublié. Donc ici, voilà, c'est la vielle, c'est celle-ci que j'ai fabriquée ici. Un modèle, donc ici, dans les manuscrits des Cantigas de Santa Maria, compilés par le grand roi Alphonse X le Sage, qui avait demandé de compiler, même de composer une centaine de cantiques. Cantigas, c'est des cantiques, à la Vierge. Donc il y a 100 cantigas, et qui raconte des miracles de la Vierge, qu'a réalisé la Vierge. Et à chaque dizaine, 10, 20, 30, ce sont des chansons de louange. Donc ici, on voit les seigneurs et leur jongleur, ou un troubadour, qui est en train de chanter un de ces cantiques. Alors ici, c'est un accord différent. C'est l'accord de Jérôme de Moravie, mais dont j'ai octavié la deuxième corde double. Donc j'ai Ré, Sol, Sol à l'octave, et Ré, Ré à l'octave. Ici. Je vais vérifier que je suis. Vous allez entendre, c'est un son un peu différent. Donc cette corde sur le côté,
C'est un bourdon, mais c'est aussi une note en plus. Vous voyez ce que je fais avec la... J'ai plein de choses à faire, plein de possibilités harmoniques. Je peux aussi diviser les cordes doubles. Au lieu de faire à l'octave, je peux faire un bourdon. Je le change. Voilà, il y a plein de possibilités harmoniques à faire. Donc, parce que le travail du violiste, c'est de faire une belle mélodie, ça c'est écrit dans les textes, qu'il va embellir de consonances. Les consonances, ce sont des notes qui vont bien avec, qui consonnent, qui sonnent bien avec. Donc, il y a des dissonances et des consonances. Et des cadences. Alors, la tierce va vers la quinte, la tierce va vers l'unisson. Ce sont des règles de polyphonie improvisée que les musiciens connaissaient à l'époque. J'avance parce qu'on ne va pas y arriver. Et donc, en gros, on observe que la caisse de la vielle ne cesse de grandir. Vous voyez, entre la vielle de tout à l'heure avec des petites caisses et des grandes ouïes, là, on a une grande caisse avec des toutes petites ouïes. C'est assez flagrant comme intention de faire un son beaucoup plus rond. Et au XVe siècle, donc là on était au XIVe siècle en Italie, et au XVe siècle, déjà au XIVe aussi, en France et en Italie surtout, à une période, à la période musicale de XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle l'ars nova, c'est-à-dire l'art nouveau par rapport à l'ars antica, l'art des anciens. Et dans cet ars nova, on a de plus en plus d'abord, il y a une généralisation de la polyphonie. Donc la chanson du troubadour, la monodie qu'on va accompagner avec une chanson, avec une vielle, ça commence à disparaître. C'est toujours une pratique, mais c'est pas la pratique officielle, on va dire. Par contre, au XIVe siècle, l'ars nova favorise la polyphonie, des polyphonies à 2 voix, 3 voix, voire 4 voix déjà. Et surtout, ce qu'on appelle la musica ficta, la musique fausse, c'est l'invention des notes du chromatique, les notes chromatiques, les dièses et les bémols, si vous voulez. Et donc, et c'est aussi à cette époque le développement de la pratique de la polyphonie aux instruments. Jusqu'à présent, la polyphonie c'était un genre sacré, noble, qu'on chante, qu'on ne fait qu'à la voix. Et ce qu'on observe au XIVe siècle, c'est une généralisation de ça commence à se généraliser la pratique de la polyphonie, mais aux instruments. Je dis ça parce que ça explique cette forme de vielle. Pourquoi la vielle était chancrée sur les côtés? C'est parce que le chevalet, qui était un peu arrondi, devient plus arrondi. Et donc, si ma vielle était toujours ovale, ben, je frotterais là. C'est tout bête. Et donc, on a échancré la vielle en forme de 8 pour laisser passer l'archet. C'est exactement ce qui se passe pour un violon. Si le chevalet de violon était plat, on n'aurait pas les coins. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'avant, on demandait à la vielle de consonner, de faire beaucoup de sons ensemble, et là maintenant, on lui demande de faire une note parmi une polyphonie. On joue polyphonie, on joue de la polyphonie, mais monodique sur son instrument. Oui, vous suivez? Et tout ça, on le comprend rien qu'en observant les images. Voilà, et là, on est au XVe siècle. C'est juste pour vous montrer que on est au milieu du XVe siècle, on va vers le XVIe siècle, la vielle, elle évolue pas beaucoup. Ce qui va faire la différence d'une vielle à l'autre, ça va être, évidemment, entre les vielles échancrées, c'est pas le même chevalet, mais c'est avec la forme des ouïes ou des décorations, mais la vielle, elle reste relativement stable. La vielle ovale, on la trouve même en 1500 en Hollande, encore. Voilà. Et donc, là, on est juste avant la Renaissance, 1498, en Italie. On a des grandes vielles qui ont toujours 5 cordes, ici 6 aussi.
Donc, toujours des petites ouïes, une grande table. Et vers 1500, ça évolue. Donc, on appelle plus ça une vielle. Et pourtant, c'est une vielle. À la Renaissance, la vielle existe toujours, mais surtout en Italie. Ça s'appelle la lira da braccio. Alors, pour la petite histoire, pourquoi lira? Parce que vous avez ici Apollon. Et Apollon, dans l'Antiquité, jouait une lyre à 7 cordes. Donc, on est dans une période humaniste, par référence à Apollon, le dieu des poètes et des musiciens. Et ben, on a nommé la vielle lyra, voilà, en hommage à Apollon. Et à l'époque, on pensait vraiment que les Grecs jouaient de ça. Mais ça n'existait pas large. Tu l'as copié? J'ai copié celui-là. Enfin, j'ai reproduit. Donc, c'est toujours une vielle. L'accord de la vielle, ré, sol, sol, ré. Et là, après, c'est un peu différent. Ça ressemble au violon. Ré, la, mi ou ré. Ici. Moi, j'ai fait ré. Donc, en gros, on a sol, ré, la, mi. C'est l'accord du violon. Mais cette partie-là, c'est une vielle. Donc, on a vraiment un instrument qui est en charnière sur deux époques dans son accord même. On connaît 2 accords de la lyra. Et donc, c'est un autre accord qui est fait vraiment pour jouer de la musique de la Renaissance. On joue des accords à 3 sons. Je suis pas très bon, mais je peux vous montrer un petit peu. Donc en gros, par rapport à la vielle, on a doublé le bourdon et on a fait une note encore plus aiguë. Donc je fais des accords à 3 sons. Si je peux faire cet accord. Voilà, donc j'ai des cadences qui sont propres à cette musique-là. Je peux pas faire de musique médiévale avec une lyre da braccio. Non. Je donne un aperçu. Et donc, ce sont des instruments comme la vielle, la lyra da braccio. Sa fonction, c'est d'accompagner la poésie chantée. C'est le poète qui s'est chanté, ou le chanteur qui s'accompagne tout seul. On raconte que Léonard de Vinci a gagné un concours, comme ça, de fabriquer sa propre lyra da braccio. Il a gagné le concours de la lyra qui sonnait le mieux. Et normalement, dans Monteverdi, il y a un passage où Orphée joue de la lyra tout seul, mais on n'a pas la musique parce que c'était improvisé. Voilà, donc le chanteur, c'est la tradition de chanter à la vielle, donc elle est aussi représentée dans la musique. Donc l'autre famille de vielles, c'est la vielle sans touche, dont je n'ai pas, je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai, mais à la maison, j'avais oublié de les prendre. C'est ce qu'on appelle aussi vielle en 8, parce qu'elle a une forme de 8, comme ça, qui n'a rien à voir avec ce que je vous racontais juste avant sur la courbure de l'archet. C'est une forme d'instrument. Donc on n'a pas forcément l'explication. C'est la deuxième famille de vielles et c'est la seule vielle qui se joue verticale. Souvent, on appelle ça la viole médiévale, mais la viole, ça n'existait pas. Il y avait une seule vielle qui se jouait sur les genoux, verticale. C'est la vielle en 8 qui n'a pas du tout la technique de jeu sur touche de la vielle à bras. Ça se joue crocheté dans le vide, comme je vous ai expliqué, avec l'ongle ou la pulpe des doigts. Voilà, vous avez différentes images qui montrent que c'est un instrument qui était en réalité un instrument raffiné, joué plutôt par les lettrés, pour faire le grand genre de l'époque était à Paris, parce que c'était beaucoup joué dans le Nord, entre autres. On jouait des trouvères, des mélodies de trouvères avec ça. Il y a un texte qui nous explique que cet instrument, ça s'appelle la gigue, entre autres non, parce qu'il y a vielle et gigue dans le même texte, et que c'est une vielle qui avait cette forme-là, et qui était décorée de pierres précieuses, d'or, d'argent, et qui avait des cordes en soie. Donc là, c'est un instrument qui coûtait le prix d'une voiture. Et donc, c'était vraiment... Et en plus, c'est un instrument qui se joue assis.
Voilà. Donc c'est un instrument plutôt aristocratique, lettré, raffiné, et qui a disparu au XIIIe siècle. Les autres instruments à cordes frottées, donc on a le rébab et le rebec. Ça, on est au XIIIe siècle, et dans l'Andalousie, des périodes un peu précédentes, on a mis au point le rébab. Pour que l'idée c'était que dans les hautes cultures, les grandes cultures musicales et poétiques des cours de l'Andalousie, il y a aussi des vielles, parce que jusqu'à présent c'était le oud qui régnait pour accompagner la poésie. Mais comme chez les voisins du dessus, la grande poésie était accompagnée par les instruments archers, la vielle, c'est pas ma théorie, c'est la théorie de mon prédécesseur, Christian Roux. Il fallait aussi que dans ces cours-là, il y ait une vielle. Ils ont mis au point le rébab. Voilà. Donc ici, on voit Alphonse X le Sage lui-même, avec sa barbe, qui joue avec un acolyte. Ici. Donc on a vraiment le rébab tel qu'on le connaît encore aujourd'hui au Maghreb, au Maroc et en Algérie. C'est un instrument qui n'a pas changé. Il a toujours 2 cordes, une table en peau, des rosaces ici. Pour le détail, la rosace sur les instruments, ça n'existait pas avant qu'on connaisse les instruments arabo-andalous. Et des instruments relativement petits, et avec un archet assez courbe et robuste, comme on le trouve encore au Maroc. J'en ai pas, mais j'ai celui qui ressemble à peu près, celui-là. Donc la table en peau, ça fait une sonorité encore différente qui permet à une petite corde, de sonner relativement grave. Toujours avec l'idée d'imiter la voix, hein, c'est parce que j'ai pas dit au début, c'est que si l'archet il a eu un tel essor et c'était vraiment une révolution musicale, c'est que pour la première fois dans l'histoire musicale de l'humanité, on va dire, on peut faire un son long avec une corde. Et savoir que dans les mentalités de l'époque, c'est la voix qui est le son le plus noble et le plus sacré, hein, pour résumer les choses. Donc, et comme depuis l'Antiquité, depuis Apollon, les Grecs, les Romains, c'était la lyre et la corde qui représentaient la musique savante, la relation avec les harmonies, avec l'harmonie céleste, tout ça. Réassembler la voix et la corde, ça donnait encore plus de noblesse à l'instrument. Donc c'est pour ça que l'archet il a eu une telle ampleur. Donc le rébab, on le retrouve du début, du XIIIe siècle, jusqu'à très tard, au XIVe siècle. Là, on est en France, au Mans, hein, c'est quand même assez haut dans le nord. On a des anges musiciens qui jouent le rébab. Mais pas... Alors là, il est un petit peu occidentalisé. Il est joué à l'occidental, à l'épaule, et on lui a mis 3 cordes. Il est un petit peu occidentalisé. Il y a de grandes chances qu'il soit joué sur touche, cette fois-ci. C'est comme un violon, comme la vielle à bras. L'archet, rien à voir hein, avec l'archet traditionnel. C'est un archet de vielle, long, plutôt peu arqué. Remarquez, le crin noir, le crin au Moyen-Âge est toujours noir. Alors que sur un violon, aujourd'hui, il est blanc. Voilà, ça c'est celui-ci. Je vous le fais. C'est de rosaces. Et donc là, ce qu'on voit, l'image n'est pas bonne, mais sur le tableau, c'est vraiment une étoile de David. L'étoile de David, donc, comme je vous disais, David était symbole de musique. Donc mettre une étoile de David sur un instrument de musique, c'est simplement un symbole de musique. Et, voilà, on le voit autant dans les instruments andalous, arabo-andalous, que sur les instruments
occidentaux, européens. Tac. Et donc ça se transforme un petit peu, ça devient le rebec. Alors, le rebec, c'est un rebab qui est vraiment complètement occidentalisé, il est joué au bras, et il est cette fois-ci complètement en bois. On fait plus une table en peau, et on met une table en bois, et il prend globalement 3 cordes. Voilà, ici, évidemment, il en a 2 quand je dis ça. C'est peut-être la rubeb dont parlait Jérôme de Moravie, voilà, au XIIIe siècle. Je me suis trompé, c'est pas du tout XIVe siècle. Donc on a un instrument à 2 cordes qui est encore proche du rebab, voilà. Mais là ici on est au XIVe siècle. Alors le rebec, ça prend c'est l'instrument qui est le plus multiforme, il a plein de formes, avec ou sans touche, avec ou sans cordier. Là ici on a un instrument, voilà, qui est encore proche du rebab. Il n'y a pas de touche, on a un cordier mais ridicule ici, et un chevalet très bas sur la caisse. Et des rosaces, on n'a pas des ouïes, des rosaces comme le rebab. Et caractéristique aussi des instruments arabo-andalous, c'est le chevillet, la cheville latérale. Les chevilles, elles sont sur le côté. Voilà. Alors que nous, depuis l'Antiquité, les chevilles, on les met devant, sur un chevillet à cheville frontale. Ça, c'est un attribut aussi de la lutherie arabo-andalouse. Et là, donc, on est dans un rebec, on va dire, plus classique, le plus représenté, avec ici, le chevalet, vous voyez, il est très haut sur la caisse, sur la table d'harmonie, et il est dans l'endroit où la caisse est le plus resserrée. Donc là, je reviens à tout à l'heure, c'est vraiment l'intention contraire de celle de la vielle qui agrandit la table d'harmonie, qui fait des petites ouïes. Et là, on met le chevalet à l'endroit où ça sonne le moins pour les graves, mais le plus pour les aigus. Ça, on le remarque, je ne sais pas si j'en ai un autre après. Ici aussi, vous voyez pas bien, c'est petit. Le chevalet, il est là. Donc l'intention, c'est vraiment pas faire une vielle, mais faire un rebec, c'est-à-dire un instrument qui sonne aigu. Là, on est proche du violon. Hein. Voilà, donc on a vraiment un son... L'objectif sonore de l'instrument, c'est de faire cette petite voix, cette petite ligne. J'avais fait une conférence sur le rebec, j'ai expliqué que c'est comme le trait de Hergé, dans Tintin, ce qu'on appelle une ligne claire en BD. C'est un trait qui est net. On fait pas des à-coups comme ça. C'est le but sonore du rebec, c'est de faire cette petite ligne claire là-haut qu'on va suivre. Et qu'on va suivre dans une polyphonie qui peut être complexe, très chargée, avec d'autres instruments. Et là, vous voyez, il fait un duo avec un luth, et le duo luth et rebec, c'est le duo classique au XVe siècle, au XIVe siècle et au XVe siècle. Et ça s'explique en termes de musique et de son. Là, on a un instrument qui est polyphonique, je peux faire 2 sons, si j'ai le temps, je vous montre. Je peux faire 2 sons en même temps, et là, on a un instrument monodique, aigu, qui peut aller très vite, normalement, on est bien meilleur que moi, c'est un instrument virtuose qui va très très vite. On peut orner une voix supérieure, aiguë, en étant accompagné par le luth, qui est son complémentaire. C'est cordes pincées, son grave, cordes frottées, vocale, une voix, la voix de l'ange, plutôt dans les aigus, très ornée, très fleurie. On va suivre. Là, on a des dessins qui sont très précis. J'aime bien le détail. C'est Holbein, c'est un petit croquis d'études. Il avait un rebec à la maison qui était rangé, et il a rangé son chevalet sous le cordier, ici, pour le transport. Ça, on a vraiment une photographie, là, d'un instrument. Le rebec, il évolue aussi dans plein de formes. Le rebec, c'est l'ancêtre direct du violon. Et à la fin du XVe siècle,
il prend plein de formes différentes. Ici, vous avez une lyra d'Abraccio, mais d'ange, donc elle est un peu pas terrestre, très bizarre pour les humains. C'est pour ça qu'elle est représentée de manière fantasmagorique. Elle n'est pas humaine, elle est bizarre, avec plein de pointes. Mais ici, vous avez un rebec. Alors pourquoi un rebec? Parce qu'il a 3 cordes chevilles en faucille. Pourtant, la caisse, c'est une caisse de lyra d'Abraccio. Il s'est inspiré. Ils sont à côté d'ailleurs. Donc le rebec, il évolue. Et il devient un rebec augmenté. Il a pris plein de formes. Il a plein de caisses différentes pour augmenter sa sonorité, augmenter les graves, et jusqu'à ce que ça aboutisse au violon. Donc en définitive, un violon, c'est un rebec qui a pris une caisse qui ressemble à celle de la vielle à peu près, plus ou moins plate, de la famille des violas. Vielle, viola. C'est un rebec qui prend la caisse de la vielle. C'est la définition d'un violon. Sachant que les premiers violons qu'on retrouve représentés dans les images avaient 3 cordes, comme le rebec. Et ensuite, on a augmenté le nombre de cordes. Voilà. Là, c'est l'occasion de dire que nous, on n'a quasiment rien inventé. On n'a pas inventé d'instruments. On a reçu les instruments d'autres influences. On se les a appropriés, comme font toutes les cultures. On les a mis à notre sauce. Et nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est mécaniser. Une société vraiment technique au Moyen-Âge. Il y a des révolutions industrielles et techniques, et notamment aussi sur les instruments. Et donc, dès le 11e siècle, on mécanise la vielle à archet. Et ça devient l'organistrum. L'organistrum, c'est l'ancêtre de la vielle à roue. Ici. Donc ici, vous avez celui de Notre-Dame de Paris. C'est sur la porte Sainte-Anne. Notre-Dame de Paris, c'est celle de droite quand vous êtes devant la façade. Et vous avez donc, ici, c'est un vieillard de l'Apocalypse. C'est un des thèmes de représentation de la musique au Moyen-Âge, les vieillards de l'Apocalypse qui ont chacun un instrument. Tu l'as encore copié? Je ne l'ai pas recopié, je l'ai restitué, c'est-à-dire je l'ai traduit de la pierre, je l'ai traduit en bois et en instrument de musique. Je ne peux pas copier ça parce que c'est en pierre, je ne peux pas le copier exactement. Mais tu peux me copier en bois. Je l'ai copié en bois. Tiens, tu veux bien m'aider? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc c'est un instrument qui est biplace. La définition d'un organistrum, c'est un orgue à cordes. C'est une vielle qu'on joue à 2, complètement mécanisée, c'est-à-dire que l'archet, c'est devenu une roue pour avoir un archet continu, infini. Je peux tourner indéfiniment. L'archet, au bout d'un moment, j'arrête au bout de la mèche, je suis obligé de revenir en arrière. Là, j'ai un son continu. Comme un orgue, avec les 2 soufflets, je peux avoir un son continu. Et ici, pour jouer toujours juste, pour jamais me tromper, j'ai un clavier. Et comme ça, j'appuie l'accord toujours au bon ordre. Ouais. Même si je suis très mauvais. Comme ça, je sais que je peux jouer juste. Et ces claviers-là, on appelle des tirettes, c'est le clavier de l'orgue jusqu'à la fin de l'orgue roman. Ce qu'on appelle un orgue roman. C'est un orgue issu de l'Antiquité, carolingien et puis roman. Et qui avait le clavier de l'orgue roman, c'était des tirettes. On tirait comme ça. On n'appuyait pas. Donc il a un clavier d'orgue, et ici, c'est pas un soufflet, c'est une manivelle. Et on est 2 musiciens, comme il faut être 2, au moins 2 pour jouer de l'orgue. Un souffleur et un claviériste. Qui c'est qui va venir tourner la manivelle? Viens, tu vois. Prends la chaise aussi. Alors tu tournes dans ce sens-là. Il faut avoir le son le plus contrôlé possible. Sans à-coup. Voilà. C'est d'avoir un son, regarde, comme ça. C'est d'être continué, ouais. Sans à-coup. Un peu plus vite. Super. Ah ouais, ça monte. Vas-y.
Merci, c'est bon, super, bravo. Donc, on suppose que l'organistrum, c'était pas un instrument de concert, c'était plutôt un instrument d'étude pour apprendre, pour les chantres de Notre-Dame, notamment, hein, parce qu'il n'y avait pas que des organistrums à Notre-Dame, on les trouve aussi de la Galice, en fait, jusqu'à Paris. On voit beaucoup d'organistrums sur le pourcours de l'Atlantique. Voilà. Même dans le Poitou aussi, on voit des organistrums. On ne sait pas pourquoi dans ces zones-là. Mais c'était un instrument dont on suppose que c'était pas fait pour faire des concerts, mais plutôt, donc c'était pour faire pratiquer aux chantres ce qu'on appelle l'organum. L'organum, c'est un style de polyphonie, c'est le grand style de la polyphonie de Notre-Dame de Paris, les premières polyphonies, et qui jouait, il y avait souvent deux voix en parallèle. Hein. Une voix organale, par exemple. On peut avoir des parallèles en quarte, en quinte, des choses comme ça, avec un ténor dessous. Pour composer ça, on prend un chant grégorien, par exemple, on l'allonge, le ténor, ça va être les mêmes notes que le chant grégorien, mais beaucoup plus longues. Et dans ces notes-là, on fait plein de choses. On appelle des fleurissements, on fleurit. Voilà. Et on peut fleurir en parallèle, par exemple, ou en croisée. Donc, il peut y avoir deux voix, donc on peut chanter à trois voix. Comme ça. C'est là, ils ont inventé la polyphonie qui s'est développée ensuite pour donner la musique ultérieure. Est-ce qu'il y a déjà des cordes sympathiques qui vibrent? Non, on oublie les cordes sympathiques, ouais. Ça, au Moyen-Âge, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Ouais. Faut attendre le XVIIe siècle. Donc, ce qu'on suppose, c'est que celui qui tournait à la manivelle, c'était un petit enfant de chœur, qui était là à côté. Et celui qui actionne le clavier, il joue son ténor, très lent. Donc, on n'a pas besoin d'être... Je peux pas aller vite avec un clavier comme ça. On n'a pas besoin. Parce que la fonction, c'est déjà un ténor qui est très lent. Je chante dessus. Et donc le chantre connaissait son ténor par cœur et pouvait s'entraîner soit à interpréter ce que M. Perrotin avait composé, soit à travailler l'improvisation. Parce que c'était des grands improvisateurs. Et toutes les compositions, parce qu'on a énormément de musique de cette époque-là, on a des choses à caractère vraiment improvisé. On a le geste du chantre, la vocalisation, vraiment. Donc, ce sont des traces, des exemples de la grande diversité du savoir-faire des chantres de cette époque-là. L'organistrum, voilà. Donc, je reviens. Tac. Et donc, à Notre-Dame, c'est le seul organistrum qui a cette forme-là. Les autres, ils ont une forme de vielle en 8. Parce qu'en définitive, un organistrum, ce n'est rien d'autre qu'une vielle en 8 mécanisée sur le modèle de l'orgue. Ensuite, on a inventé pour les jongleurs, justement, qui devaient jouer tout seuls et debout, des instruments plus petits, des vielles à roue. Et là, vous remarquez que le clavier, il est passé en dessous pour pouvoir jouer tout seul. Parce que la touche retombe avec son propre poids. Donc, on peut jouer à une main. Là, j'avais besoin de mon pouce et mon index, j'étais lent. Là, je peux aller très très vite avec 4 doigts. Je peux aller vraiment très vite avec ce nouveau système d'inversion du clavier qui retombe tout seul avec son propre poids. Et de l'autre main, je peux tourner tout seul. Donc ça, ces petites vielles à roue carrées, rectangulaires, on les appelle des symphonies, chiffonies. Ça veut dire qu'ils sonnent ensemble. Ça veut dire que j'ai plusieurs sons, plusieurs cordes en même temps. Là, comme on a entendu, il y a un bourdon, par exemple. Voilà. Et donc, si j'aborde les cordes pincées, le luth roman, il nous vient de l'Antiquité. Là, on est à Rome. Chez les Romains, c'était plutôt un instrument de prêtresse. Je ne rentre pas dans le détail, hein, je fais un peu vite. On jouait déjà du luth, mais c'était pour les Romains déjà le luth, c'était un instrument un peu exotique, des colonies orientales. C'était pas un instrument qui était très répandu. Mais en tout cas, il a été transmis. Et là, on a Lothaire, l'empereur Lothaire, qui se représente un David musicien, non pas avec une lyre, mais avec un luth. C'est assez original. Et on a un exemple de forme de luth, vous voyez, qui est plus large en haut qu'en bas. Ben, ça, c'est des formes de luth qu'on trouve dans certains pays de l'Est que j'ai plus en tête maintenant. Donc là, voilà, c'est ce qu'on peut appeler des luths carolingiens. Et je parlais tout à l'heure dans le nord de l'Espagne, on a ces luths-là
on comprend que la table est en peau et qui ressemble beaucoup de ce luth utilisé toujours par le Gnawa. Et donc voilà, nous dans notre période romane, on a un univers de cordes pincées au début, avant l'an 1000, puisque de cordes frottées. On a des sitars, des lyres et des luths. Et ici, on a un bel exemple de luth de l'époque romane avec son cheviller carré, pointu à la romaine, 3 cordes comme le luth romain. Par contre, un manche plus court que ceux qu'avaient les Romains, et la caisse piriforme. Et là, ici, cette position, elle n'est pas possible. Hein, mais là, ici, vous voyez, il tient ce qu'on appelle un plectre. Parce que depuis l'Antiquité, la corde est pincée avec quelque chose. On appelle un plectre. Voilà. Et là, on a bien. Alors que l'image est toute petite sur le manuscrit. Et là, on a le détail. Vous voyez 2 traits comme ça. Et c'est bien une plume repliée. Les plectres, c'est fait en plume. Comme ça. C'est une section de plume, vous voyez, qui est repliée sur elle-même. La plume était longue comme ça, là. Je l'ai pliée. Hop. Voilà, c'est ça qu'il est en train de jouer. Monsieur. Oui. Ça se finit donc le métier. Il y a encore pour un petit moment, si tu en as marre, tu peux y aller. Sauf si vous voulez que je continue ou... Moi, je peux continuer encore 10 heures. Hein. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Donc, le luth roman, il est encore on le voit jusqu'au XIIe siècle. Là, c'est la dernière image que je connaisse. Enfin, la plus récente, on va dire, la plus tardive. Et on est à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec ces fameuses sculptures très extatiques. Et on a ce luth-là, dont le réalisme nous fait comprendre que la table n'est pas en bois mais en peau, comme les instruments qu'on trouvait au nord de l'Espagne. Donc là, il était refait déjà par d'autres luthiers, celui-ci, avec une table en peau, avec une caisse qui est ovale comme celle de la vieille. Voilà. Par contre, au XIIIe siècle, on découvre le luth arabo-andalou, qui est complètement différent, et qui avait été mis au point aussi en Andalousie, pour faire un instrument, vraiment un luth très raffiné, très high-tech. Alors, qu'est-ce qui est high-tech dans un luth? C'est ce qui permet d'en faire des instruments énormes, comme ça, énormes dans l'image, des instruments plus grands. Et là, il a tellement voulu insister sur le fait, regardez, ces luths-là, ces nouveaux luths-là, ils permettent de faire des gros instruments, mais il a fait un luth vraiment énorme. C'est pas forcément très réaliste. Il joue avec le rebab. Donc là, ici, on a les nouveaux instruments arabo-andalous qui arrivent dans notre culture. Et donc, ce qui permet de faire des grands instruments, c'est la construction en côte. Voilà. Ici. Donc, pour faire cette demi-coque, je découpe des côtes, on appelle une côte, ça c'est une côte. Ici. Je viens cintrer à chaud, c'est des lames de bois qui sont très fines, de 1,5 mm. Que je viens cintrer sur un fer chaud, je le mets en forme, comme on fait des bateaux. Et ensuite, je les colle ensemble, je les assemble sur un moule. Voilà. C'est quel bois ça? Ça, c'est du poirier. Et voilà, c'est une technique qui a été inventée par les luthiers arabo-andalous. Parce que jusqu'à présent, ce que je vous ai pas dit, c'est l'occasion de le dire. Nous, on fabrique les instruments en Europe, comme on a toujours fait depuis l'Antiquité. On prend un morceau de bois, une planche de bois très épaisse, massive, et on vient la creuser. Voilà. Donc on fait les instruments dans la masse, comme on a toujours fait depuis l'Antiquité. Et là, c'est la révolution technique, elle vient dans l'Andalousie. Hein. Et donc j'en profite pour préciser que le mot luthier, ça vient de luth, et historiquement, le corps de métier, la corporation des luthiers, ça apparaît vers 1500, c'est très récent. Au Moyen-Âge, c'était pas un corps de métier, on disait un faiseur ou un facteur d'instruments. Mais le luthier, donc la définition d'un luthier, c'est celui qui fait les instruments à manche, voilà, à cordes et à manche, comme on fait des luths. Ça veut dire avec des pièces de bois, de menu bois, on disait,
assemblés et collés, cintrés et collés ensemble. C'est une nouvelle technique dont le spécialiste était le luthier. Voilà. Donc moi, je peux pas m'appeler luthier normalement. Archéoluthier, je devrais m'appeler archéofacteur ou faiseur, mais c'est moins parlant. Mais voilà, c'est pas un luthier qui fait ça, c'est un faiseur d'instruments. C'est sculpté dans la main. Le luthier fait les... Voilà, donc c'est pour ça que un violon, c'est un rebec fait comme un luth, si vous voulez. Oui. Est-ce que vous avez fini de le creuser? Non, il n'est pas creux. Je le finirai. Je sais pas si je le finirai celui-là parce qu'il me sert à montrer que. Il me sert de démonstration. Voilà, donc ce luth-là, il a évolué dans le monde arabe, il a évolué. C'est le oud d'aujourd'hui, c'est pas le oud de cette époque-là. Il est beaucoup plus gros, le oud d'aujourd'hui, il a plus de cordes, c'est pas du tout la même lutherie, c'est un son qui est très moderne par rapport à ce que fait. C'est pas les mêmes cordes du tout, c'est du nylon. À l'époque, c'était du boyau, les cordes au Moyen-Âge sont en boyau. Voilà, donc. Mais à partir de cette luth d'origine commun, le oud du XIIIe siècle, eh ben, nous, on a fait évoluer aussi le luth de notre côté. Donc le luth au Moyen-Âge, il a 4 cordes doubles, jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc là, on est en France, plein centre, Saint-Baudin-le-Château, vers Saint-Étienne, au XIVe siècle. Voilà. Là, ici, on est en Italie au XIVe siècle, c'est celui-ci que j'ai fait. Alors, on a la chance au Moyen-Âge, ils représentent les instruments toujours de face. Donc ils ont pris le compas comme nous, on prend le compas pour redessiner l'instrument. Donc notre tâche, c'est de retrouver le tracé directeur, c'est-à-dire où il a placé son compas pour avoir cette retrouve. Voilà. Donc on peut le faire pour l'iconographie médiévale parce que les instruments sont représentés de face. Et là, c'est comme la perspective telle qu'on l'a connue après, elle n'existait pas. On a d'autres techniques de perspective. Là, pour montrer qu'il n'est pas de face, mais il est un peu comme ça, il joue un peu comme ça, pour montrer en fait la coque. Eh ben, il a le tracé d'origine, il est là. Il a simplement décalé le tracé, hop, comme ça. Pour faire. Ça, c'est des choses qu'on comprend en étudiant l'image. Je fais tout un travail je prends mon compas, et puis je cherche les traits de construction pour redessiner l'instrument. Parce qu'on ne fait pas une photocopie de cette image, on met sur le bois et qu'on. Pas comme ça, il faut redessiner l'instrument. Voilà, au XVe siècle, on a toujours le même type de luth, mais à la fin du XVe siècle, à partir de 1450, on rajoute encore une corde. Donc le luth, il avait 4 chœurs. Ce qu'on appelle un chœur, c'est des cordes doubles. Le luth devient à 5 chœurs. Et à le luth Renaissance classique, il a 6 chœurs. Voilà, ici. C'est toujours le même instrument, mais il va grossir. Et il grossit parce qu'on a besoin de jouer de la musique dont les notes sont de plus en plus graves. Et en gros, vous expliquez, donc jusqu'à présent, l'ossement roi, c'était la vielle à archer pour accompagner le chant, la poésie chantée. Et là, à partir du XVe siècle, ça va être le luth. Pourquoi ? Parce que c'est le seul instrument qui permet de réellement jouer la polyphonie. Il est mieux qu'un orgue. Pourquoi ? Parce que, comme je joue avec mes doigts, avant je jouais avec les plectres. À partir de 1500, on joue plus du tout avec un plectre, on joue qu'avec les doigts. Et j'ai 4 doigts disponibles, parce que le petit doigt, il est sur le petit doigt, il est sur la table d'harmonie. Pose la main, et on joue à 4 doigts. Donc, je peux jouer 4 voix différentes si je veux. Donc, c'est pour ça qu'il a eu un tel succès, le luth, parce que c'était le seul instrument qui pouvait jouer toutes les voix avec leur dynamique. C'est-à-dire, si je veux mettre en valeur une des voix, je peux le faire. Alors que l'orgue ou le clavecin, c'est tous les sons, toutes les notes, toutes les voix ont la même intensité. Je ne peux pas mettre une voix ou une autre en valeur. Je peux le faire avec le luth. C'est pour ça que c'est devenu l'instrument le plus noble à cette époque-là. Alors, la petite sœur du luth, c'est ce qu'on appelle la guiterne, qui apparaît aussi dans le même contexte en espagnol,
Ce sont des petits luths, mais qui sont construits différemment. Alors déjà, le chevalier est en fossile, et il n'est pas construit en côte. Il est construit, je sais pas si on... Je pense pas qu'on le voit, mais c'est un instrument qui est taillé, qui est sculpté dans la masse, et qui a une forme vraiment piriforme, un peu plus, on va dire un peu plus antique. Donc la guitare, elle a sa petite évolution aussi. On l'a vu dans les Cantigas de Santa Maria à 3 cordes simples. Ensuite, ça se généralise à 4 cordes doubles dès le XIVe siècle. Et puis on a des choses un peu plus particulières avec des triples cordes. Ça, c'est pas une fantaisie du peintre, c'est des choses qui existent, qui sont même mentionnées dans les traités arabes. Al-Khatib, par exemple, un théoricien arabe, qui a un traité sur de la musique, quand il parle du luth, il dit que certains musiciens, on apprécie le son des cordes doubles parce que c'est plus subtil, et plus riche au niveau du son, mais il y en a certains qui exagèrent un peu, ils mettent des triples cordes, voire des quadruples, je trouve ça exagéré. Il nous le dit ça vers le XIe siècle. Je sais plus exactement. Voilà. Et donc, de même que le rebec, le violon c'est un rebec avec une caisse de vielle, et ben une guitare, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde un petit peu l'iconographie, c'est une guiterne qui a après une caisse de vielle aussi. Ça c'est une lira d'abbraccio. C'est pour vous montrer. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en Italie une viola da mano. En fait, c'est la guiterne avec le chevier en fossile là-haut, les cordes doubles, et la caisse, elle est faite en imitation de l'instrument archer. Tellement en imitation qu'on a des coins ici qui servent absolument à rien pour une guitare. Donc on voit bien le lien entre les deux. C'est un peu la définition d'une guitare, c'est une guitare avec une caisse de vielle. Et sa petite rosace, alors que la lyra ici a des ouïes. Donc on peut suivre comme ça le chemin phylogénétique, enfin, les ADN des instruments comme ça en observant des petits croisements comme ça au fil des images. Il y a un autre instrument qu'on appelle la citole, la corde pincée, qui a donné, qui a plutôt cette forme-là, des formes un peu plus tarabiscotées, très ornées. C'est une autre famille d'instruments à cordes pincées, qui a une autre histoire. Là, pour des instruments très anciens, au IXe siècle, on voit des instruments qui lui ressemblent. Dans les psautiers carolingiens, on a des instruments comme ça, qui évoluent pour donner ça. Donc ça, c'est un des rares instruments conservés du XIVe siècle. On a la citole, mais hélas, elle a été transformée au XVIIe siècle en violon. Donc au moins on a la pièce, elle a été conservée, non pas parce que c'était médiéval, comme nous on l'aurait conservé, mais parce que c'était extrêmement décoré, c'était virtuose. Il faut aller le voir, c'est au British Museum. Donc on a quand même un exemplaire. Et dans les autres, quand on continue l'instrumentarium médiéval, on a ce qu'on appelle le psalterion, c'est la cithare. J'en ai pas d'exemplaire, mais donc là pendant toute la période carolingienne, on a joué les lyres, les cithares, mais on voit pas exactement, en termes de cithare, on voit pas exactement ce à quoi ça pouvait correspondre. Mais là, on a une des plus anciennes représentations de la cithare qu'on peut commencer à appeler psalterion, et on voit le terme qui apparaît aussi, psalterion, dans les textes. Donc, psalterion, l'étymologie de psalterion, c'est littéralement pincer la corde, ça vient de psalein, pincer la corde. Et c'est la même étymologie que psaume. Psaume, c'est le chant qu'on chante en pinçant la corde. Donc, David jouait de la lyre ou de la cithare, il pinçait la corde. Donc c'est un instrument qui a toujours été associé à David, à la théorie musicale, au sacré, au savant. Puisque pour savoir construire un psalterion, il faut connaître la musique, il faut savoir diviser la corde. J'ai une corde, je veux sa quinte, je veux son octave, et bien il faut que je sache le diviser. Il y a des règles mathématiques
qui nous viennent de Pythagore. Et pour savoir faire, j'ai un plan ici, puis ici j'ai un plan incliné. Et bien, pour savoir où je viens fixer ces cordes ici, il faut que je connaisse la musique, la division, la règle de la division, la technique de la division du monocorde. Ça veut dire, j'ai fait des études. Donc c'est un instrument qui est associé à la musique sacrée. Voilà. Donc, et à partir du XIIIe siècle, là encore, c'est à la cathédrale de Chartres, c'est un psalterion que j'ai reconstruit. À partir de cette image, on a un autre David qui tient le psalterion, qui maintenant prend une autre forme. Une forme un peu de cloche comme ça, ou de slip comme vous voulez, avec voilà, les cordes de ce côté. Et donc, il faut savoir que dans cette sculpture qui fait 14 cm, l'original fait 14 cm, on avait des échafaudages, donc on a pu vraiment aller regarder tous les détails. Et bien, quand on regarde derrière, on voit qu'il a fait une moulure pour protéger les chevilles. Ici, on voit que ça, c'est une moulure qui sert à attacher les cordes. Et ici, on a une corde qui est plus courte, avec un petit chevalet qui est très bien sculpté, ici, qui est affixé directement à la table. Et bien, quand on mesure, ici, il y a 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, ça veut dire que là, c'est une quinte. On a la corde de l'instrument. Et là, ici, quand on étudie les courbes, ici, eh ben, on retrouve des divisions du monocorde telles qu'elles sont décrites dans des traités de musique. Donc, on peut presque avoir l'accord. On sait que ces deux cordes-là, c'est une quinte. À partir de là, je peux compter, tac, tac, et puis à un moment, je tombe dans ma courbe, je tombe sur le demi-ton, tel que le donne le monocorde, et je peux retrouver des accords. Donc le psalterion, ça évolue pas trop, ça change pas trop. On lui donne de plus en plus de cordes, par contre. Et on a une autre famille de sitars qui s'appelle le canon. Ça s'appelle un canon ou mi-canon. C'est un autre type de sitar qui a pas cette forme de courbée. Et donc canon, on a canoun ici. Donc le canon, c'est un instrument. C'est quand on joue du canon. Ah mince, en Turquie on en joue, non? Qui ressemble qui a la même forme trapézoïdale. Un instrument qui est toujours joué aujourd'hui. Donc on retrouve la même racine étymologique. Donc, canoun, canon, le canon, c'est la règle. Donc c'est la règle que je connais pour tracer mon instrument. Voilà. Donc là, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, on a toujours le psalterion. Même au XVIe siècle, je peux avoir des petits psalterions, mais là, qui sont joués avec le doigt. Ici. Il y a un texte du XVe siècle, à la fin du XVe siècle, qui explique que jusqu'à présent, on jouait le psalterion avec 2 plumes, mais là, c'est un peu réducteur parce qu'on est obligé on peut faire que 2 voix en même temps, alors que si on le joue avec les mains, on peut faire plus de voix, c'est plus intéressant. On voit qu'il y a des changements comme ça de technique. Et donc, je voulais apporter ici, je n'ai pas l'image sur ce diaporama, vers 1400 en Angleterre. Je dis en Angleterre parce que toutes les iconographies que j'ai trouvées se situent en Angleterre. Et ben, on mécanise le psalterion. C'est un des derniers instruments à être mécanisé. C'est-à-dire qu'on lui donne un clavier. Au lieu d'avoir 2 doigts avec 2 plumes qui pincent 2 sons en même temps, ben, je mets un clavier qui me permet d'avoir toutes les notes, parce que jusqu'à présent, mon instrument n'avait pas les dièses et les bémols, parce que sinon ça fait trop de cordes et je ne m'y retrouve plus. Là, je peux avoir un instrument chromatique, je m'y repère parce que mon clavier est bien disposé avec les notes blanches ici du piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les dièses et les bémols ici, sur un plan supérieur. Voilà. Et ben, je peux avoir toutes les notes et je peux aller beaucoup plus vite aussi. Et je peux jouer plus de sons en même temps. Donc au XVe siècle, en 1400, on a mécanisé le psalterion et ça devient le clavicimbalum. Donc, clavicimbalum, vous entendez clavecin. On dit toujours en italien clavicembalo. Et donc c'est un instrument portatif. Voilà. On peut jouer très bien debout, comme ça.
ou à deux mains, voilà, si je le pose. Quoi. Je suis pas claviériste, moi. Je peux pas montrer des trucs très intéressants. Alors, je peux faire des consonances à 3 sons, des choses comme ça. Comment? C'est le son est produit. Alors, ouais, pardon, je vous ai pas dit. Par une plume ou par un marteau? Alors, psalterion, corde pincée. Eh oui, Voilà. Donc, c'est plus une plume. c'est une plume. Alors, il existe un traité de monsieur Arnaud d'Oswald qui a été rédigé, un manuscrit rédigé vers 1440, qui était médecin, astronome, ingénieur, horloger à la cour de Bourgogne. Il a écrit le premier traité de l'étude de facture instrumentale. Il nous donne le plan d'un clavicimbalum qui est positif, c'est-à-dire pose sur la table, positif. Donc à 3 octaves. Donc, c'est la version ultérieure, hein, qui vient après. Voilà. Et il nous donne ce petit mécanisme que j'ai fait là. Il donne 4 mécanismes possibles pour actionner ce petit plectre. Voilà. Et dans ce mécanisme-là, il nous dit que ça peut être c'est une plume. Voilà. Moi, j'ai pas fait la plume parce que il me semblait intéressant de respecter un peu l'étymologie du mot clavicimbalum. Dans clavicimbalum, il y a cymbalum, cymbale, cymbale. Cymbale, c'est le métal, le son du métal. Les cymbales. Donc, dans clavicimbalum, ce qui était intéressant, c'est d'entendre le son de métal pincé, avec clavier. Donc c'est pour ça, l'accord étant laiton, c'est donné dans le traité, utiliser du fer ou du laiton. Et le plectre, j'ai voulu le faire en laiton, comme c'est suggéré par les traducteurs du traité, pour avoir métal contre métal. Voilà. Je trouvais qu'on était plus dans l'idée de l'étymologie de l'instrument. Voilà. Et pour vous expliquer, il est construit exactement comme un psalterion. C'est les 2 octaves, comme un psalterion. La plupart des psalterions ont 2 octaves d'étendue. La longueur vibrante, la longueur de la corde de psalterion. La construction sculptée, hein, massive, ici, sur les côtés. Ce ne sont pas des planches de bois rabotées, raboteuses, cintrées. Non, c'est vraiment sculpté. Là, cette pièce-là, c'est une seule pièce de bois. Ça, tac. Ça, c'est assemblé, chevillé ici. Et du psalterion aussi, il n'y a pas de chevalet sur la table, comme sur un clavecin ou un piano. Voilà, le chevalet, c'est le sillet. Voilà, c'est le bord de caisse. Exactement comme sur un psalterion. On voit pas bien. Bref, voilà. Vous voyez? C'est les bords de la caisse, là. Il n'y a pas de chevalet en plus. Voilà. Et le clavier, j'ai pris modèle sur un véritable clavier d'orgue du XIVe siècle qui a été conservé. Voilà, je vais finir par... Ah ben voilà, vous avez le traité d'Arnaud d'Oswald qui vous montre ici, c'est moderne hein, comme représentation, des coupes comme ça, des vues de profil et de face, qui montrent les 3 mécanismes. Et celui que j'ai utilisé, c'est plusieurs folios plus loin. C'est un petit ajout comme ça, collé sur le côté, qui m'explique comment transformer un clavicorde en clavicimbalum en enlevant la tangente, enfin, le petit marteau de clavicorde, et en taillant une mortaise, en mettant un petit dispositif, qui est celui-ci, dedans, pour le transformer. C'est vraiment un horloger, un ingénieur, avec plein de systèmes. Donc un des autres instruments rois, c'est la harpe, qui apparaît sur le continent au XIIe siècle. Voilà. Notamment à Chartres, c'est une des premières représentations de harpe. Avant, les représentations antérieures, c'est pas sur le continent, il fallait en Angleterre et en Écosse. Donc ça veut dire que la harpe vient de ces zones-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle une harpe, on l'a dit romane, parce que là, c'est un instrument qui est fait en 3 pièces, 3 morceaux. On a une pièce qui est creusée comme une pirogue par derrière, la table d'harmonie est ici, on creuse par derrière, on rajoute le fond. On a des tenons, des mortaises ici, tac, tac, tout ça s'emboîte, on n'a pas besoin de colle. Et c'est tenu par la tension des cordes. C'est très ingénieux.
Voilà. On a un nombre variable de cordes, de 10 à 15, 16, 17. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est des gueules comme ça qui mangent les éléments. Là, ici, vous avez une patte. Ici, vous avez une gueule de fauve qui mange la colonne. Voilà. C'est différent de la harpe qu'on appelle gothique, qui est beaucoup plus grande, qui a aussi un dessin différent, qui monte beaucoup plus ici, ce qui veut dire qu'on a besoin de plus de longueur de corde dans les graves. Et la grande différence, à part ces courbes et contre-courbes qui sont propres au gothique, vous ne le voyez pas ici, mais en détail, les cordes sont attachées par des petites chevilles en forme de L, qu'on appelle des harpions, qui viennent faire zinguer la corde, vient zinguer, ça produit un hasardement. Donc le son de la harpe gothique, ça ressemble plus au sitar indien que l'harpe qu'on imagine souvent quand on écoute dans les films. Voilà. Je vais arriver à la fin. Hein. Comme ça, vous connaîtrez tous les instruments à cordes du Moyen-Âge. Un instrument qui est un peu particulier, qui a disparu, mais pourtant qui a été celui qui a eu la plus grande longévité, des Carolingiens jusqu'au XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle la rote. Alors là, elle est tenue à l'envers. Ça, c'est le dos, ici. C'est la chartre. C'est un instrument qui est pas vraiment à angle droit ici, qui est courbe là, ici, de ce côté. Ça ressemble à une harpe ou à un psalterion. On l'appelle aussi harpe psalterion. On connaît le nom parce qu'il est écrit. Je ne sais pas si il est écrit sur un chapiteau à conque, marqué rota. Ça s'appelle la rote. Et c'est un instrument particulier puisqu'il a des cordes des deux côtés de la caisse. On le voit bien ici. Voilà, il est en train de jouer des deux côtés, mais ce n'est pas une harpe ici, c'est vraiment une caisse en bois. C'est un instrument qui a deux caisses. Une caisse ici, de psalterion, et une caisse ici comme une harpe. Ici, c'est ce qu'on appelle la console, là où il y a les chevilles. C'est du bois plein. Là, c'est du bois creux. Et là, c'est une caisse aussi. Voilà. Et on joue des deux côtés. On le voit très bien ici. Et c'est dans la période romane, c'est vraiment très 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 répandu. Complètement disparu, personne en joue, personne en fabrique. Et donc on a aussi des lyres. Hein. La lyre, ça existe toujours, mais c'est devenu très désuet. Là, quand on remonte un peu dans le temps, avant l'an 1000, on sait encore ce que c'est une lyre, parce que c'est des instruments qui sont toujours joués. Et plus ça va, plus on a des choses bizarres. C'est des copies d'images. On n'a plus les imagiers qui font les miniatures, ils n'ont plus de modèle visuel dans leur quotidien, ils ne savent plus ce que c'est une lyre. Et là, on a des vraies lyres. La lyre, c'est toujours joué au Moyen-Âge, mais on va dire que ça reste un instrument d'avant l'an 1000 quand même. Tac. Donc là, on est dans les cordes pincées, dans les cordes frappées. Il n'y a pas grand-chose. Vous connaissez peut-être le tambourin à cordes qui est utilisé un peu en Provence, surtout dans le sud-ouest. C'est une caisse, une grande caisse qu'on vient frapper avec un maillet, avec un dispositif de nasardement qui fait qui vient faire zinguer les cordes. On voit ici c'est les chevilles. Là, ce sont ce qu'on appelle des cavaliers, des U qui viennent au-dessus de la corde comme ça. La corde vient frapper contre. Ça vient zinguer. Ils sont bien représentés ici. Au Moyen-Âge, on appelait ça un choron. Chœur, qui sonne ensemble. Ce qui permet de faire une consonance qui sonne ensemble et qui a un rythme. Donc c'est plutôt tardif comme instrument. Hein. C'est 14e, 15e. Là, ça ressemble vraiment aux instruments qu'on peut trouver encore aujourd'hui et qui a été allé dans les mains des musiciens professionnels, qu'on n'appelle plus des jongleurs au 15e siècle, mais des ménestrels. Ménestrel, ça vient de ministre, au service d'eux. C'est celui qui en paye pour jouer de la musique au service de son seigneur, de celui qui a de l'argent. Là, donc là, il jouait d'une flûte à une main. Donc il peut faire son rythme et son bourdon, harmonique et consonantique, et sa mélodie. Et donc le galoubet tambourin, que vous connaissez, le couple flûte et tambour, c'est l'instrument du jongleur depuis les troubadours.
Mais c'était des tout petits tambours qu'on portait. Ils étaient tellement légers qu'on les voit, ils sont portés par le petit doigt. Voilà. Vous avez aussi dans les cordes frappées un instrument qu'on appelle le doule semelle. Tympanon, c'est un mot que vous connaissez plus, mais le mot n'existe pas avant le XVIIe siècle. Tympanon. Avant, on appelle ça un doule semelle. C'est de douces mélodies. Et ici, voilà, Dolce Mello en italien. Donc moi, j'ai refait celui-là. Je ne vous l'ai pas amené. J'ai refait celui-ci. Et puis là, c'est un instrument courtois. Vous voyez, une petite scène courtoise avec le gentilhomme et la dame. Et ils jouent ensemble une pièce à 3 voix. Elle joue une voix, elle en joue 2 au luth. Ils font de la belle musique dans un beau jardin, en buvant des bonnes choses. Et ici, vous avez même les marteaux qui sont représentés. Là, il y a tous les détails, le chevalet qui a 3 pieds, le nombre de rosaces ici. Là. Alors, la définition d'un double semelle, c'est que une corde produit plusieurs notes, puisque je viens la diviser avec des chevalets différents. Donc là, j'ai 1, 2, 3 notes, selon où je place les chevalets. Là, je peux avoir, je sais pas, Do, si je peux avoir Fa, Sol, par exemple, un truc comme ça, si j'ai une carte. Ou alors l'octave, on va dire que c'est plutôt l'octave. Do, octave, ici. Et là, si j'ai un demi-ton d'écart, j'ai Do dièse, par exemple. Voilà, selon où je mets, je dispose mon chevalet, j'ai des notes différentes. Donc avec 4 cordes, je peux avoir une octave, plus d'une octave. Moi, j'ai fini.